Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous. Salut Laurent, comment ça roule ma poule? Écoute, ça va, on est de retour de Nîmes, donc on a un petit peu bronzé. C'est vrai, c'est tout frais, hein, c'était il y a quelques jours à peine. Ouais. Ça va, tu t'en es remis? Bon, je suis un petit peu fatigué quand même. Toi aussi, hein? Ouais. C'était bien sympa, bien cool. Non, c'était bien sympa. On a vu vraiment plein de monde. On a vu des patates aussi. Des patates, des illustrateurs, des illustratrices. On a enregistré un épisode en public dont on va vous parler. Donc, le festival Nîmes Silus, c'est la 3e année où on est invité. Et c'est toujours un plaisir, hein, je veux dire. Il y a pire comme ville. Il y a du soleil, il y a des belles pierres. On y mange bien. Et donc, comme à notre petite habitude, on a enregistré un épisode en public. On aime ça. C'était le premier de cette saison 5, il me semble. Ouais. Ça fait plaisir de retrouver les gens en vrai après tous ces épisodes qu'on a fait à distance sur Twitch. De retrouver un peu l'énergie du real. Ouais, ça marche pas. Même en franglais, ça marche pas. C'était bien tenté. Ouais. La réalité, quoi, les gens dans le vrai. Alors, on a rencontré qui, Laurent? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Sens Créatif a fait à ce festival? Eh bien, en fait, on a organisé un épisode autour du sujet du voyage intérieur, puisque le thème, en fait, du festival Nîmes Silus cette année, c'est im.mobilité. Im-mobilité, donc la mobilité à l'intérieur. Et nous on l'a un petit peu rebrandé parce que immobilité, je pense que c'était pas facile à vendre. Et voyage intérieur, ça le faisait quand même super bien. Et on a pu partager en fait la discussion avec 3 artistes. Ouais. Donc Raphaël et Mayumi qui forment le duo Isinori, qui sont également un couple dans la vie et qui travaillent à deux sur les images, et également avec Beya Rebaï qui elle de son côté travaille seule. Mais une ascension assez fulgurante, puisqu'en fait elle a commencé à travailler et à exploser alors qu'elle était encore étudiante, et depuis 2019 elle a un parcours qui est assez incroyable. Ouais, du coup c'était très cool de pouvoir mettre en parallèle leur compréhension du métier, leur parcours, leurs approches qui sont vraiment très différentes et complémentaires, hein. Voilà, il y avait de quoi explorer, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire évidemment. Et en 1 heure, on peut pas tout explorer, mais ce qui est chouette aussi, c'est l'énergie du public, du direct. Ouais, puis la confrontation des parcours et des univers. Ouais, tout à fait. Donc, on remercie encore une fois du coup le festival Nîmes Illustre et toute l'équipe de nous avoir invités. Merci à la quinzaine de patates qui étaient là, qui avaient fait le déplacement. On a fait un week-end du coup entre patates. Il y avait 2 colloques patates, c'était très très chouette de se retrouver là. Puis on a été voir des expos, des conférences, on a revu les copains, les copines. Le marché des patates aussi. Le marché des patates, enfin c'était le marché des créateurs et des illustrateurs et des illustratrices, mais le Patate Club avait un très joli petit stand. Et puis on a fait des restos à gogo, enfin un week-end copain-copine quoi au final. Épouse. Donc vous entendrez pas le week-end copain-copine, mais dans cet épisode vous entendrez notre enregistrement du coup en public au festival Nîmes Illustre. On espère que ça vous plaira autant que ça nous a plu. Et aussi, c'est le dernier épisode. J'ai mis une petite pause là, c'est genre quoi le dernier épisode? Non, c'est le dernier épisode avant la pause estivale. Exactement, parce qu'on est un petit peu fatigué. Et puis comme Nîmes Silus c'était un petit peu plus en avance, du coup on s'est dit là on va en profiter, puis on va faire une pause estivale conséquente, parce qu'il faut un petit peu recharger les batteries. Ouais. Et on recharge pas les batteries pour rien, Jérémy. Qu'est-ce qui nous attend bientôt? Eh bien c'est la reprise de la quête. Alors c'est quoi la quête? Laurent, je te renvoie la balle. La quête, merci. Oh, quel joli ping-pong. Et je vais te faire un retour, tu vois. La quête, c'est une formation qu'on a mis en place, qu'on a créée avec l'ami Kylian Talin d'Inspiration Créative. Et on a fait la première édition l'année dernière. Ouais, c'est une très belle expérience. Avec une trentaine de cobayes, de participants.
Non, et ça s'est très très bien passé. En fait, la quête, sans faire trop de spoilers, c'est basé sur The Hero's Journey de Joseph Campbell. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est d'amener tout un groupe d'aventuriers, créatrices, créateurs, à suivre ce parcours du héros et se questionner, se poser les bonnes questions, et puis se confronter aussi à nos obstacles, en fait, à nos propres peurs, nos propres doutes. Et là où la quête est une formation différente des autres, c'est qu'elle s'accomplit en fait en groupe d'aventuriers et d'aventurières. J'entends par là qu'en fait, on a split tous les candidats et les candidates en petits groupes qui deviennent des groupes de responsabilité où on s'entraide, on s'accompagne en fait tout au long des différentes étapes de la quête. Il y a des devoirs, il y a des masterclass, il y a des interviews, il y a des groupes de responsabilité. Mais il faut pas tout spoiler. Donc, on aime énormément la quête. On vous en parlera un petit peu plus tard, probablement fin août, début septembre. Mais en tout cas, on va plancher là-dessus. On a une grande affection pour la quête parce que pour nous, c'est vraiment un peu l'incarnation absolue de quelque part de ce qu'on essaie de faire avec Sens Créatif. Vous avez peut-être des petites épiphanies en écoutant le podcast. Ah bah là, c'est épiphanie sur épiphanie pendant 2 mois. C'est très très beau à voir. C'est très, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est très cool. Et puis c'est chouette de voir les fruits par la suite, les retours qu'on a reçus. Donc 2e édition de la quête à la rentrée, pardon. Et donc on va aussi plancher là-dessus cet été. Et Jérémy, si on est intéressé par la quête dès maintenant, drop us a line. Envoyez-nous un petit mail. Alors, on n'a pas encore notre page de vente, si on peut dire ça comme ça, mais vous pouvez nous envoyer un petit mail sur senscreativepodcast@gmail.com, où vous pouvez nous retrouver sur Insta et on vous mettra sur une liste. Et zioutez bien le podcast et nos réseaux sociaux parce que au courant de l'été, vous pourrez pas le louper. On vous en reparlera. On fera un petit bilan de l'année dernière. Enfin bref, vous en saurez plus. Voilà. Donc, je crois que du coup, il est temps de lancer l'épisode du jour. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute et c'est parti. Allons-y. Et on est super content d'être à Nîmes. Est-ce que ça va bien? Ça a l'air. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. On est super contents de passer ce petit temps avec vous. Surtout, c'est la troisième fois qu'on vient au festival. Merci à Nîmes S'illustre de nous inviter si gentiment chaque année pour enregistrer un podcast ensemble. On remercie la Maison du Protestantisme pour l'accueil. Et vu que cette année, le thème du podcast, du festival, c'est mobilité, immobilité, on va parler de vitesse, de notre rapport à l'accélération, au fait de prendre son temps, de ralentir. La temporalité. De la temporalité, voilà exactement. Donc sur Sens Créatif, on aime bien parler du fait on aime parler de la vie, et ça tombe bien parce que dans la vie, il y a du bordel. Et donc on va parler de tout ça, de se mettre en mouvement. Et la créativité, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, et on va parler du voyage intérieur. Et donc du coup, pour ça, on est hyper content de pouvoir discuter aujourd'hui avec Beya Rebaï, Raphaël et Mayumi, qui sont tous les deux derrière le duo Isinori. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et welcome. Merci pour l'invitation. Merci pour eux. Merci pour eux. Merci, oui, carrément. Alors, pour commencer, Beya, Mayumi, Raphaël, est-ce que vous pourriez chacune brièvement vous présenter et nous partager un petit peu votre rapport au voyage? Vas-y, Beya. J'y vais? Oui, tu vas. Et n'oubliez pas de bien porter la voix. Donc, je m'appelle Beya Rebaï, je suis illustratrice. Donc, je travaille pour la presse, mais aussi pour la com, la publicité. C'est assez varié comme métier, donc ça c'est chouette, déjà on s'ennuie pas. Et mon rapport au voyage en tant que tel, c'est vrai que là j'y pense, mais j'ai un père qui a eu une agence de voyage toute sa vie. Ah oui. Donc là pour le coup, on est dans plein dedans. Voilà, on a beaucoup bourlingué, si je puis dire, dans le monde depuis que je suis assez jeune en fait. Donc voilà, je suis un peu habituée, on va dire, du voyage en général, et j'adore ça. Voilà. Trop bien. On parlera donc du mouvement et puis de ce qui nous ancre et ce qui nous fait voyager. Donc ça, c'est un truc que tu as bien connu. Je pense qu'en termes de voyage, tous les deux, vous connaissez plutôt bien aussi. Ouais. Alors moi, c'est Raphaël Urweiler et
Et moi, c'est Mayumi Otero. Voilà. Et on travaille tous les deux dans le dessin ensemble. On dessine ensemble depuis un petit bout de temps. Dans tout ce que le dessin peut comprendre, en fait, on s'est rendu compte de l'animation. On a fait beaucoup de presse, etc. Mais le cœur, c'est un peu le livre. Et après, voilà, si ça va vers la galerie, vers même l'art contemporain ou des choses comme ça, on y allait avec grand plaisir. Et c'est vrai que chacune de ces expériences-là, c'est une autre facette du dessin. Ça nous fascine. Alors mon rapport au voyage, j'ai aussi mes petites histoires familiales. Moi, je suis alsacien, ce qui est pas très voyageant. Je suis né au. Il y a les cigognes quand même. Oui, il y a les cigognes qui font les retours. Et mais je suis né au milieu de la brousse en Afrique. Mes parents aussi, chacun de leur côté, ont vécu en Afrique. Et après, voilà, j'ai appris le chinois, j'ai bossé un petit peu en Chine, etc. Donc voilà, par défaut, on était assez voyageurs. Et Mayumi a des histoires encore plus. Pareil, moi aussi, enfant du voyage. Mon père qui se retrouve par hasard au Japon, voilà, et qui rencontre ma mère, et qui, ma mère aussi, travaille dans une agence de voyage dans une ancienne vie. Donc voilà, pareil, on a beaucoup voyagé, mes parents aussi. Vous étiez prédisposés. C'est ça. Elle est japano-espagnole. Voilà, moi aussi, un peu entre deux civilisations. Donc c'est voilà, par défaut, nous c'est l'idée de la rencontre, quoi. Donc ouais, entre deux continents. Trop bien. On va explorer tout ça ensemble. Pour rajouter une petite couche au voyage, il y a l'aspect introspectif qu'on aime énormément sur Sens Créatif. C'est un petit peu le b.a.-ba de notre univers. Et quel rapport introspectif le dessin vous apporte-t-il ? Et j'y vais ? Oui. Ok. Le rapport introspectif, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui, depuis toute petite, ayant grandi seule, en fait, n'ayant pas de frères et sœurs à la maison avec moi, ça a été assez vite quelque chose dans lequel je me réfugiais aussi quand ça allait pas. Voilà, je me souviens que ado, quand j'étais hyper en colère, je m'enfermais dans ma chambre, je peignais à l'époque, trop bizarre, un homme tout nu. Oui, pour exprimer ta colère. Ouais. Okay. Et je ressortais et ça allait beaucoup mieux. Et après, mes parents allaient voir dans ma chambre et ils tombaient sur ce tableau. Ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc, ouais, ça a un côté un peu comme ça de lâcher prise. Expiatoire. Ouais, voilà, exactement. Et voilà, du coup, en tant qu'enfant seul aussi, quand il y a de l'ennui, bah, j'allais très rapidement vers le dessin, en fait. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, c'est devenu un travail, donc c'est un peu différent maintenant, mon rapport au dessin. Mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Un rapport pour repartir des histoires d'adolescents, moi c'est plutôt... j'ai toujours dessiné, toujours. Et comme beaucoup en fait de dessinateurs, on est juste des gens qui dessinent comme des enfants et qui n'arrêtent pas. Et la question, c'est pourquoi on n'a pas arrêté. Souvent, c'est pourquoi t'as pas arrêté de dessiner. C'est un peu moi, c'est parce que je m'ennuyais énormément en cours. Donc, j'ai passé en fait mes 12 ans ou 15 ans d'études à juste fuir. Donc, c'est une façon de fuir l'ennui et en même temps de se concentrer. En fait, envoyer une partie de son cerveau dans un voyage intérieur, ça permet en même temps d'être plus présent au monde, ce qui est une forme je pense, de méditation. Après, quand on écoute Christophe André dans ses propres podcasts, on se rend compte que c'est de l'ordre de l'auto-hypnose ou quelque chose comme ça. Et ce qui était terrible, c'est de se retrouver ensuite en école d'art et de ne plus avoir de support d'ennui pour travailler. Donc là, c'est travail pour le travail. Et là, je me suis retrouvé très très embêté. Donc au début, j'allais écouter des conférences pour pouvoir travailler. Ce qui est un peu étrange. Ou des podcasts. Ouais, c'est très bien les podcasts. Et toi, Mayumi ? Alors un peu pareil que les deux. Moi, je suis enfant unique aussi, donc voilà, ça a été un refuge pour moi. Et bon, mon père est peintre et je l'ai toujours vu aussi dessiner et peindre. Donc par mimétisme, j'ai fait comme lui. Je voyais pas d'autre voie que ça. Pour moi, c'était un langage comme un autre et ça me permettait aussi de me concentrer et puis de raconter un peu ce que j'avais compris du monde aussi, en les recopiant, en les redessinant. Voilà, c'était aussi pour comprendre ce
qui m'entourait. Oui, c'est une façon de dessiner aussi. Quand on est enfant, je pense, c'est une façon aussi de simplifier le monde, de le circonscrire. C'est-à-dire que les premiers dessins que tous les enfants font, c'est faire un rond. Déjà, un rond, il y a l'intérieur, l'extérieur. Ensuite, on met 2 yeux. Là, soudainement, on définit l'être. Et il y a l'intérieur de l'être, et ensuite, il y a l'extérieur. Et puis, à un moment, c'est comme si les gens n'avaient plus besoin de cet outil-là pour comprendre le monde. Ils passent aux mots, ou ils passent à l'écriture. Il y en a qui continuent par le dessin parce que c'est quand même un outil assez... C'est un langage primitif en fait. Ouais. C'est reptilien en fait. Et c'est une façon de simplifier le monde qui est trop compliqué. Ou voilà, en fait, par exemple, les jeux vidéo proposent une phase de simplification du monde qui est vachement rassurant pour plein de gens. Les règles sont simples alors que le monde réel, voilà, tout est mouvant. Donc on a besoin d'un peu de fixer les choses et le dessin permet de voilà, une sorte de prise de notes miniature, voilà, comme jouer au Lego, voilà, de faire une petite maison, ça je comprends. Ensuite, mettre un petit bonhomme dedans, ça je comprends. C'est un univers que je maîtrise, parce que le monde est trop grand. C'est devenu un refuge, en fait, quelque part. C'est un endroit maîtrisé, dans lequel, au fur et à mesure, on fait rentrer des éléments extérieurs, on les digère et on dit, voilà, ça je maîtrise. Hop, ça je rajoute, ça je maîtrise. Et vous voyez les enfants quand ils dessinent, j'ai l'impression qu'ils ajoutent au fur et à mesure dans le langage graphique des choses qui, au début il y a juste une patate, ensuite il y a un personnage, ensuite il y a papa, maman et moi, donc ça fait la différence entre les trois. Ensuite il y a le soleil, et au fur et à mesure on ajoute des éléments. C'est une sorte de liste en fait sans fin de notre univers. C'est que j'aime bien cette explication-là parce que j'ai l'impression que nous on continue ce truc-là et d'avoir doucement un territoire qui s'agrandit et on rajoute des petites choses dessus et c'est assez primitif. Et j'aimerais bien continuer jusqu'à la fin, de continuer d'essayer de lister des choses. Et je pense notamment à un dessinateur qu'on aime bien, qui est Philippe Weisbecker, qui est un vieux monsieur qui a, je sais pas quel âge il a, bientôt 80 ans. Hein. Ouais. Et maintenant, il fait que des listes de dessins, et c'est absolument superbe parce que ça touche au cœur, quoi. C'est-à-dire qu'il continue de lister le monde. Les objets du quotidien, et c'est assez poétique en fait. C'est très poétique, ouais. C'est des objets simples et que tout le monde comprend, et il va les redessiner sous différents angles. Et en fait, le fait de les redessiner, ça, c'est une redécouverte aussi. On les voit, et en fait, on les avait oubliés. On les voit tous les jours, mais on les a oubliés. Là, il dessine un verre, et sa façon unique de le dessiner permet de repenser l'idée de ce qu'on fait d'un verre. Et comme un enfant, quand il dessine un personnage, on fait oh, c'est un personnage, et ça réinvente cette idée-là, ça renouvelle. Et est-ce que rapidement pour vous, vous êtes dit moi, je voudrais devenir dessinateur, dessinatrice, illustratrice, Béa? Ça a toujours été un sujet, étant donné que oui, j'étais toujours celle qui dessinait plus que les autres. Donc à l'école, c'était moi qui me tapais tous les devoirs où il y avait un peu de dessin, quoi. C'était moi qui faisais aussi. Je me souviens, j'avais des camarades à l'époque, des garçons qui me demandaient de dessiner des femmes à poil. Il y a un thème là, entre le. C'est vrai qu'il y a un thème. Nudité. T'avais prouvé que tu savais le faire, quoi. Et donc ouais, j'étais un peu la dessinatrice de la classe. Donc c'était trop cool, j'imagine. C'est trop cool. Ah non, j'étais plus la petite introvertie qui se mettait tout le temps derrière et qui, un peu comme Raphaël, les cours c'était vraiment un supplice, et du coup je me réfugiais un peu là-dedans, ouais, pour vraiment échapper à l'ennui mortel que me provoquait une matière comme les mathématiques par exemple. Donc ça a été un refuge. Je sais plus quelle était la question. Non, c'était le fait de vouloir le transformer, de savoir plutôt clairement que tu veux en faire un travail. Oui, voilà. Disons que comme ça s'est fait sur le long terme aussi, j'ai commencé à prendre des cours au lycée, à côté en fait de l'école. Tout de suite, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier, et voilà, je voyais pas trop quoi faire d'autre. C'est un peu ce qu'on dit tout le temps, mais c'est vrai, en fait, ça s'est un peu imposé très naturellement, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui l'acceptent, quoi. Vous avez réussi à garder une sorte de lâcher prise. Enfin, je m'explique dans le sens où moi, depuis que je suis petit, ma question elle est aussi un petit peu intéressée évidemment. Depuis que je suis petit, je voulais gagner ma vie en faisant du dessin, et du coup, il y a une forme de lâcher prise qui m'a parfois été un petit peu difficile dans le dessin parce qu'il y avait tout de suite un enjeu professionnel. Ici, on est au Festival de l'illustration où on fait tous, on répond à des commandes, on a des projets personnels aussi, mais il y a peut-être, c'est un sujet dont on aime bien parler sur Sens Créatif, le côté, le jeu du sans enjeu, lâcher prise et en même temps répondre à une commande
Comment vous arrivez à cet équilibre-là? La dose d'amusement aussi. Voilà, le fun. Moi, je vais peut-être répondre. Moi, pour le coup, comment dire, moi, je m'ennuyais pas mal en cours, mais j'étais plutôt bon en maths aussi. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur. Oui, c'est pas ça m'intéressait pas plus que ça, mais voilà. Après, quand t'es bon, t'avances et voilà, on te dit voilà, bah tu fais le mieux que tu peux, et donc tu montes et tu sais pas où tu vas. Sauf que à côté il y avait le dessin, mais c'était impossible pour moi d'imaginer que c'était un métier parce que je venais d'une famille où c'était pas du tout. Alors moi je lisais des montagnes de BD, mais j'imaginais que c'était fait par des gens complètement inconscients qui vivaient dans des caves. Ce qui est complètement vrai. Et en plus, quand je lisais Spirou, par exemple, et le magazine, ils arrêtent pas de raconter qu'ils galèrent. Oui, c'est vrai. Parce que, ouais, enfin, c'est vraiment. C'était pas sexy, ça t'envoyait pas du rêve. En tout cas, ça représentait un danger absolu. Donc, je me suis dit bon, bah, je vais être créatif. Donc, soit j'essaye de faire architecte, ou j'essaye de, voilà, ou comment je peux mêler les deux, comment je peux mettre du dessin ou de la créativité dans mon travail. Donc, je me suis dit bon, allez, je vais en école d'ingénieur, on verra après. Peut-être, je sais pas, même bosser dans le jeu vidéo ou dans l'image de synthèse ou des choses, voilà, qui ressemblaient à des vrais métiers. Des vrais métiers. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, quand t'as pas de dessinateur de toi ou des graphistes, tu te dis mais c'est pas possible, quoi. C'est pas imaginable. Et puis en fait, j'ai demandé une année sabbatique. J'ai fait du dessin pendant une année. Finalement, je suis rentré en école d'art parce que là, doucement, j'avais compris un peu comment fonctionner, un peu de loin que c'était peut-être possible d'en faire un métier. Et j'ai complètement laissé tomber l'idée de gagner de l'argent parce que voilà, j'ai quand même quitté une école où j'allais très clairement. Et là, j'ai fait OK, je fais une école et je laisse complètement l'idée de je vais gagner de l'argent. Et donc ça m'a donné une liberté complète en me disant je m'en fous, avec le RSA et puis avec voilà, je me débrouillerai toujours. Voilà, j'irai bosser à McDo. Ouais, tu touches un point super important. Je pense que c'est une des pistes quand on veut aller loin. Je pense dans ces métiers artistiques, créatifs, c'est justement de se dire peut-être que la problématique de l'argent est plus un obstacle qu'autre chose au départ et qu'il faut tout de suite s'en détacher pour pouvoir aller vers ce qui nous porte en fait et vers ce qui est important, parce qu'en fait c'est ce qui va nous amener peut-être plus rapidement à l'objectif quelque part, même si l'objectif du coup c'est comme l'argent, faut pas trop s'y attacher, ouais. Mais c'est peut-être straight to the point. Ouais. Et en même temps c'était une angoisse et un enjeu tout le long, c'est-à-dire que dès que j'ai pu en cours tous les deux d'ailleurs, dès qu'on a pu, moi j'ai tout le long de mes études, j'ai bossé, je faisais des dessins d'architectes pour des architectes, je dessinais des piscines pour un mec qui faisait des piscines, etc. Des trucs horribles. Même le gars voulait voulait me prendre comme son bras droit pour que je construise des piscines avec lui à un moment. Alors que j'ai fait non, écoute, il fait mais non, c'est pas un métier ton truc. Ok, mais voilà, tout le long, je me suis vraiment cette grande angoisse de transformer ce dessin à tout prix non pas en argent mais en vie, parce que en dessous de 500 € par mois on vit pas. C'est la survie. C'est la survie un peu bizarre quand même. Enfin c'est un peu dur quoi. On était au RSA, on sait ce que c'est. Et Mayumi. Moi de mon côté, comme je disais, mon père est peintre et je l'ai toujours vu galérer voilà à vendre ses toiles et donc on était un peu sans le sou. et moi je me suis toujours dit que je voulais faire du dessin. Parce que je voulais de toute façon être dans les langues, donc pour moi le dessin était un langage comme un autre, ouais. Et j'étais plutôt bonne là-dedans, et je me suis dit je vais un peu je suis sûre qu'on peut faire de l'argent avec du dessin, c'est pas possible d'être sans le sou toute sa vie, c'est pas une vie. Et donc je me suis un peu intéressée à ça et à faire des écoles et petit à petit j'ai vu que oui il y a quand même des voies, pour se professionnaliser un peu là-dedans, et que c'était possible. Mais après en école d'art, je me suis dit qu'il fallait pas être intéressé par ça parce que sinon on allait faire mourir notre passion et que c'était pas une bonne vision, une vision de la chose, surtout quand on est en école d'art au début. Mais petit à petit, oui, il faut bien se rendre compte que qu'il faut gagner un peu des sous avec et s'intéresser et travailler pour ça, quoi.
Alors aussi, pour compléter ça, mais en même temps, tu n'avais pas d'autres ambitions. Enfin, ton père, il a quasiment jamais rien vendu de sa vie. Et donc, ils étaient au niveau... Elle voulait juste être au niveau 0 plus 1. Et moi, j'étais pareil dans cet objectif-là, mais on voulait juste le minimum. Et donc, on a... pour se rassurer, on était extrêmement stressés par rapport à ça, parce qu'on s'est dit, mais comment... On veut pas s'écraser, parce qu'on a des choses à dire. Donc, on a fait le tour. Il n'y avait pas de podcast comme vous êtes en train de faire. Donc, on a envoyé des mails aux gens qu'on aimait bien et ils ont répondu. Donc, on a essayé de rencontrer le maximum de gens alors qu'on était étudiants. On a envoyé un mail à, je sais pas, on est allé rencontrer Kilofer, on a rencontré, je sais pas, maintenant des gens qui sont nos amis et qu'on croise régulièrement. Et alors que pour nous, à l'époque, c'était des stars. Et ils nous ont répondu. Et ça nous a pas rassuré du tout parce qu'on voyait que même ils avaient même des questions pour nous en disant. Moi, je vais pas le citer, mais il y a quelqu'un, pour moi, il y a une star, il y a quelques années, qui dit, tu crois vraiment qu'on peut en vivre sur le long terme? Il avait 50 ans. Ah ouais. Et lui-même était encore dans cette incertitude-là. Et là, je me suis dit, mais ok, il faut l'accepter. On va être dans l'incertitude, mais toute notre vie. Et ok, on va mourir très stressé, mais allez, allons-y, quoi. Et toi, Béa, ce rapport-là pendant tes études, à quoi ça ressemblait? Moi, c'était assez flou, en fait. À cet âge-là, je savais que je voulais faire ça comme métier, mais pour moi, la dimension de l'argent, elle n'était pas encore très marquée, puisque de toute façon, j'étais encore chez mes parents. Je suis restée chez eux jusqu'à mes 19 ans, donc j'ai fait toutes mes études à la maison. Donc, je travaillais un peu à côté aussi pour gagner des sous, mais disons que c'était quand même assez flou. Là où ça m'a vraiment fait flipper, c'est quand il me restait 1 ou 2 ans en fait avant de sortir en Master 2. Et là, je me suis dit, oh, ok. Donc là, je vais être lâchée dans la nature. Comment je vais faire pour vivre, habitant à Paris en plus? C'est là où ça a été très stressant. Et je pense que c'est aussi ce qui a déclenché du coup le fait que je me mette un petit coup de pied au derrière et que je bosse sur mon Insta, par exemple. Tu peux nous parler de ce coup de pied au derrière? Oui, voilà, donc ça s'appelle Instagram. J'ai créé en fait mon Insta dès que j'ai commencé mes études supérieures, on va dire. Oui, pardon. Pour vraiment essayer de montrer ce que je faisais au quotidien, ce qui déjà m'a demandé quand même un effort parce que je suis pas de nature très extravagante, donc me montrer sur les réseaux, alors c'était pas physiquement, mais déjà montrer ses dessins alors que c'est quelque chose quand même qui vient des tripes et d'oser faire ce pas-là devant toute une communauté. Ça a été assez compliqué, mais je me disais que c'était quand même hyper important. Voilà, j'ai un peu sauté sur l'occasion. C'était violent ou c'était C'était semi-violent. Ouais. Ok. Oui, c'était quand même s'exposer constamment pour essayer de faire monter la sauce. Oui, voilà. Et ça a marché pour toi. C'était à une époque aussi où ça venait d'arriver sur le marché. Et c'était une amie qui m'avait dit je crois qu'il y a des illustrateurs qui se mettent sur Insta et ils arrivent à gagner des sous. J'étais là, ouais, ok, on va essayer alors. Et ça marche. Oui, mais tu as été hyper rigoureux. Oui, c'était quoi ton rythme? C'était quoi ta rigueur? Et est-ce que tu avais une méthodologie par rapport à ça ou est-ce que c'était freestyle? Au début, c'était très simple. Vraiment, je me mettais pas du tout de pression parce que j'étais que en première, deuxième année, troisième année. C'est vraiment au bout de la 4e, 5e année que je me suis dit, oula, va peut-être falloir se bouger plus. Et du coup, là, ça a commencé à être vraiment très régulier. Donc, j'ai posté pendant 1 an tous les jours. C'est hyper marrant, ça me fait penser à un principe économique en fait où tu mets un petit peu tous les jours de côté pour devenir riche sur le long terme en fait plutôt que d'attendre qu'un gros coup arrive. Et en fait, j'ai l'impression que tu as fait une économie sur Instagram comme ça, petit à petit justement au début sans forcément te mettre la pression et tu arrives au bout d'un moment où en fait où tu as ces images qui sont accumulées qui sont ton potentiel que tu as montré et il y a déjà quelque chose, tu as déjà comme un book en fait qui s'est constitué oui, au fur et à mesure. Qui n'était pas du tout formel d'ailleurs, c'était très vraiment je faisais pas forcément attention aux photos que je mettais, c'était pas quelque chose de très très beau visuellement. Au début, c'était vraiment juste des dessins en cours, pas forcément des dessins très terminés quoi, tout de suite en tout cas. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu aussi produire beaucoup, c'est que je me suis pas cassé la tête à me dire il faut que j'attende d'avoir des dessins parfaits finis pour les montrer.
ce que les gens savent peut-être pas aussi, c'est que a priori, t'as pas terminé tes études et tu t'es lancé. Là, j'ai terminé. Hein. Oui, je sais, Oui, mais à oui. l'époque, Oui. quand tu as lancé ton Insta, Oui. tu as vite eu un premier job plutôt cool. Plutôt cool, oui. Oui, juste avant de sortir de l'école, j'ai eu une commande d'un grand journal américain et c'est ce qui m'a aussi rassurée. Et du coup, j'ai quitté l'école avant le diplôme. Comment on réagit, je sais pas, tes proches, tes parents, tes amis? Pas très bien au début, surtout que c'était une école assez chère à la fin. J'ai fait des écoles publiques, mais les dernières étaient privées. Et ça a été un peu dur de dire voilà, à la famille que, en fait, non, je vais arrêter à 6 mois du diplôme. Parce que la charge de travail à l'école et la charge de travail qui arrive du dehors est trop importante et que à 22 ans, je suis déjà en burn-out, quoi. Donc, Oui. Le terme est fort. Ouais. T'as déjà une collision et tu la sens venir. Et, oui. Et tu peux plus, quoi. C'était trop d'informations, trop de. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier à ce moment-là? C'est le travail. Donc, j'ai quitté l'école, voilà. Surtout si c'est The Guardian qui te contacte. Voilà, ouais. The Guardian US. La classe. Et la chance. Vous êtes rencontrés à l'école, c'est ça? Et du coup, comment ça a cliqué tous les deux quand vous êtes rencontrés? Je sais pas, on s'est d'abord rencontrés parce que pour la petite histoire, elle avait les listes des soirées dans sa promo et moi j'avais les listes de la mienne et donc on s'échangeait on fait pour essayer d'avoir le maximum de soirées, donc on était les contacts. Ensuite, après on s'est rendu compte qu'on était ensemble, qu'on avait des dessins qui étaient peut-être compatibles et tous les deux on était assez engagé, voire radical dans notre approche et on avait très peu on était aux Arts Déco de Strasbourg et c'était un moment où pédagogiquement c'était quasiment vide, même si c'est une école renommée, et j'étais assez énervé. Vraiment, on était un peu dur, quoi. Parce que on n'avait pas assez de retour de la part des profs. On posait des questions, ils me disaient « Ah, t'es perdu ?» Bah, tout le monde est perdu. Bah, super. Non, moi, je flippe, quoi. J'étais début de troisième année. Mayumi T'as une interrogation et tu vas pas la lâcher, quoi. C'est ça. Et donc là, on s'est dit, OK, cette question-là, on va la poser à l'extérieur. Donc, on va faire des bouquins. On va en atelier d'impression. Et ce qu'on racontait précédemment, c'est que on s'est mis on a dit on va faire un bouquin ensemble. On a récupéré des chutes de papier, on a dessiné la nuit, imprimé le jour. On a fait un bouquin en 32 couleurs en sérigraphie, vraiment 32 couleurs. Et on en a posé quelques-uns à Paris, on les a vendus les autres en direct. Et là, on s'est rendu compte, par exemple, chez Philippe le libraire, qui en a vendu un à Blex Bolex, je crois. Il y en a un autre qui est sur 10 bouquins. Il y en a qui sont partis chez Blanquet, chez Blex Bolex, Dupuis et Berberian. C'est ce que les libraires nous ont dit. On n'a pas eu de retour après. Ouais. Hein. Et donc là, on s'est dit, on tient un bout. Et pourquoi les profs ne nous disent rien? Et donc là, on s'est enfermé dans les ateliers d'impression. Et donc on a bossé. Et il y avait ce truc aussi. C'était l'époque de alors d'une part, c'était avant Instagram et avant Facebook. Et avant, il y avait quoi? Il y avait MySpace. Ouais, MySpace. Yes. Alors, un grand cœur à MySpace, une grande lettre d'amour à MySpace. Moi, c'est un de mes des meilleurs moments sur Internet. C'était fou, c'était complètement dingue. Et même pas que pour les gens qui font de l'image, mais aussi pour les musiciens. Et oui. ce qui est bien, c'est que c'était surtout pour les musiciens, mais c'était un gros melting pot de plein de choses qui se collisionnaient. Et c'était fait n'importe comment, c'est-à-dire qu'on pouvait en commentaire, on pouvait mettre du code HTML et bousiller la page ce qui est complètement tout était possible. Ouais. Tu pouvais juste mettre un virus en direct sur la page de quelqu'un, c'était complètement dingue. Et ça refaire la mise en page c'était complètement fou. Et pourquoi MySpace est venu MySpace, parce que d'un seul coup, c'était très bizarre. Il y avait beaucoup d'échanges vu que ça partait dans tous les sens. Ah oui. Et je sais pas, par exemple, Ludovic de Burme nous a contactés alors qu'on était en deuxième année en disant j'adore ce que vous faites, etc. Et là, on s'est dit ok, cool. Et aussi, en parallèle, il y avait aussi la mode des blogs BD. Et chez nous, c'était la mode. Et c'est vrai que c'est le truc qui était très, très. Et tout le monde faisait des blogs BD en noir et blanc. Et nous, on s'est dit non. Ok, blog BD, c'est le truc en ligne, disponible pour tout le monde, en noir et blanc, avec de la narration. Nous, on va partir dans le sens inverse, on va faire des trucs en série limitée, dans du réel pur. C'est le moment où les gens disaient le livre va disparaître. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là. Ouais. Tout numérique, le livre a disparu. Et nous, on va imprimer sur papier, on va faire de la sérigraphie, on va faire des livres comme ça.
Et c'était un moment où l'atelier de sérigraphie était vide. Et c'était 3 ans avant la grande arrivée de la mode. De la mode du digital, tu veux dire? Non, de la mode de faire des fanzines, des salons de trucs, etc. Par exemple, 4 ans plus tard, on a acheté une machine qu'on avait vu, qu'il y avait des gens qui l'utilisaient aux États-Unis et on n'était pas sûr de comment elle fonctionnait. C'était une Riso. On a fait les premiers livres en Riso en France. En 3 couleurs et 4 couleurs. On n'avait jamais eu de Riso avant entre les mains. Et c'était en 2010-2011. Voilà. En fait, tu as un point commun que vous avez tous les trois, c'est que là où c'est un peu à l'ère du tout numérique ou du tout digital, vous avez fait un pied de nez, vous, en faisant des livres et en faisant du découpage et en travaillant à la main et travailler au crayon, on l'a vu tout à l'heure, c'était super beau. Et toi, Béa, c'est les pastels à la cire. Il y a une pratique hyper traditionnelle de l'illustration, là où à un moment donné, c'était genre tout digital. Pourquoi ce... Et Béa, pourquoi le pastel, quoi? Comment c'est venu? Alors c'est venu lors d'un voyage en Suisse et en Italie. En fait, je suis tombée dans un magasin. Souvent, quand je pars en voyage, j'aime bien avoir un carnet et de quoi dessiner. Et j'étais encore à l'école à cette époque-là. C'était les vacances d'été et j'avais oublié mon carnet et mes crayons. Du coup, je suis tombée dans un magasin comme ça et j'ai vu ces petits pastels là qui ressemblaient pas à grand chose. Enfin, si quand même. Et donc je les ai testés sur place et j'en ai acheté, il me semble 4-5 avec un carnet. Et puis là, j'ai commencé en fait à faire tous les jours. En fait, c'était un exercice de l'école. Je pense que c'est un des seuls exercices qui a été intéressant pour moi. Désolée pour eux, mais j'ai eu des petits soucis aussi à l'école dans les dernières années où il y avait des problèmes de communication et vraiment, pareil, un vide un peu pédagogique où on me disait ah, c'est très bien. C'est sympa. Reviens la semaine prochaine. Ouais, c'est sympa. Ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, c'est sympa. Mais exactement ça, ouais. On fait comment, on sent la colère là encore. Ouais, c'est une colère. Donc à ce moment-là, je me dis, je fais quand même payer à mes parents une école où on me dit tous les jours que c'est bien, tu peux revenir la semaine prochaine. Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Donc bref, je suis tombée du coup sur ces pastels-là et j'ai commencé mon carnet de voyage pour faire justement ce seul exercice qui, à mes yeux, était intéressant. Donc dessiner un dessin par jour pendant tous les 2 mois d'été. Mais on sent de nouveau cette discipline. Un post Instagram par jour, un dessin par jour. Ah, oui. Il y a vraiment cette discipline. Et en fait, du coup, c'était pratique pour moi puisque je dessinais tous les jours, j'avais de quoi poster aussi tous les jours et c'est aussi comme ça que ça a commencé en fait. Ouais, c'est une gymnastique, c'est un entraînement, c'est quand tu muscles quelque chose en fait. Et je trouve que ce qui est aussi rigolo, c'est un peu anecdotique, mais tu vas me dire si ça l'est ou pas, c'est que t'as que 5 couleurs quoi. À chaque fois? Non, parce que tu as dit que t'avais pris que 5 pastels. Que 5. Donc en fait c'est marrant parce que tu te crées aussi une contrainte, mais qui devient ta liberté puisque ça devient ta logique tous les jours en fait. Oui, j'aime bien choisir vraiment une gamme de couleurs pour un carnet. Par voyage en fait, je trouve ça beaucoup plus simple que d'être là avec tout ce choix et se dire quelle couleur je vais choisir et en fait ça dure 5 ans et il y a rien qui est fait à la fin de la journée. Donc c'est vraiment ça, j'ai choisi les 5 couleurs. Honnêtement, c'est aussi parce que ça coûte une blinde. Je vais pas vous cacher mais ça fait partie de la contrainte, ça fait partie du jeu. Il coûte 2 balles, donc t'es là, je vais pas me prendre la boîte de 200 quoi. Donc ça a commencé comme ça. Que tu as maintenant. Attends, t'as une belle boîte. Oui, voilà. Parce que je les ai gratos. Parce que je suis sponsorisée par la marque. Donc ça aide. Ça aide. Et tu disais tout à l'heure l'aspect on parlait de l'aspect traditionnel et du fait que il y a aussi un aspect méditatif à l'illustration. Vous, et peut-être plutôt toi Mayumi, c'est quoi un peu ton rapport justement au travail traditionnel, là où justement il y aurait peut-être une tentation de bosser à fond en numérique parce que ça va plus vite? Pour revenir au livre, c'est aussi ce côté charnel du livre, tactile qu'on a forcément besoin en fait. Le tout numérique, moi ça me va pas du tout. Au bout d'un moment, je peux pas, c'est pas réel en fait, c'est pas la vraie vie. Et j'ai besoin de dessiner, de faire des vrais dessins, pas que sur ma Cintiq. J'ai besoin de toucher le papier, de juste avoir un rapport réel quoi avec les outils, avec tout ça, et puis de voir mon dessin apparaître au bout d'un moment
Voilà. Mais alors, pour aller dans un sens complètement contraire, on utilise aussi énormément le numérique. On est allé très loin. Moi, je viens d'une formation. Tu fais un début d'école d'ingénieur. J'allais vers l'informatique. Donc, on a des outils, même des scripts j'ai détourné des choses qui nous permettent de faire des trames très particulières et des choses comme ça. Vraiment des trucs de nerd. On a déjà fait des conférences juste là-dessus. Des écoles qui nous donnent un peu, voilà, juste pour les. Mais c'est un outil comme un autre, et ça fait en fait une image, ça part du début du trait jusqu'à sa production et son exposition finale, qui peut être soit sur Instagram, ou soit imprimée dans le Guardian, ou soit voilà. Mais et on essaye de poser la question de comment mettre de la créativité dans chaque étape. Même dans l'étape, voilà, monter sur les machines quand on imprime, c'est hyper intéressant parce qu'on peut encore avoir des choix créatifs. Et comme tu disais, l'idée de qu'est-ce que c'est que créer, pour nous, c'est peut-être juste choisir. Parce que au final, c'est choisir l'outil, et en même temps, si t'as pas trop de moyens, t'as moins de choix, donc tu vas te concentrer sur les 2-3 choix qui te restent. Des fois, il t'en reste plus qu'un. T'as une commande où les gens sont tellement exigeants qu'il te reste un choix. Mais sur ce choix-là, t'as intérêt à être bon. On parlait de Tommy Ungerer qui faisait des publicités pour des petits pois. Ok, là on voit qu'il est hyper, voilà, il a juste droit du noir et du vert, et il arrive à être génial. Et il avait une marge de choix qui était ultra limitée. Même dans cette petite chose-là, il arrive à être très bon. Et en fait, c'est intéressant quand c'est de la commande pour soi-même, comme tu disais, pour Instagram. Instagram, t'as des contraintes qui sont très fortes. C'est-à-dire, il faut que ça soit une image qui happe l'œil, mais sur un tout petit format carré. Moins de couleurs, ça marche bien, etc. Donc la question, c'est quel choix on va limiter, quelles contraintes on s'impose, et comment on arrive à être créatif dans ce petit jeu de contraintes. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'art martial, un peu tout en élégance. Il faut arriver à la fois s'imposer des bons choix, et ensuite après voilà, se poser un petit problème, un petit casse-tête, et ensuite le résoudre. Moi j'aime bien cet angle d'attaque. C'est vrai que les commanditaires ont souvent peur de nous donner des contraintes. Parce que voilà, ils préfèrent nous donner des cartes blanches, mais en fait, nous, c'est dans les contraintes qu'on est on se sent les plus libres. Ah oui, la carte blanche, c'est terrible. C'est comme la page blanche. Ah oui, c'est du même level, quoi. Non, c'est pas possible. Fais ce que tu veux, vas-y. Il y a rien de pire que l'eau tiède, quoi. C'est bien d'avoir c'est une teinte, quoi, mais vraiment. Ouais. Et on demande aussi quelles sont, voilà, quand on travaille avec quelqu'un, déjà entre nous ou avec un commanditaire, on essaye vraiment de savoir ce qu'il veut pour ensuite savoir dans quel angle d'attaque, quel défi on peut se poser en termes justement de créativité. Comment vous faites pour trouver une osmose entre vous quand vous travaillez ? Ça marche pas. Vous pouvez développer. Alors, vous voulez la recette, c'est ça Non, le ressenti. Comment on fait déjà, on a plusieurs projets. On travaille sur plusieurs projets, donc on a chacun nos petits machins. Et puis au bout d'un moment, on se les échange aussi, ces projets-là, parce que l'un est fatigué, ne voit plus rien, voilà, donc on se les passe. Et ça peut arriver donc que vous changiez le lead, c'est-à-dire que toi tu lead et puis c'est toi qui reprends après. Voilà, complètement. Parce qu'on a des travaux souvent, en fait, on nous demande souvent des choses assez compliquées, et nous on est extrêmement exigeants entre nous, donc on a tendance à quitte à redémarrer, on est prêt, il y a aucun problème pour jeter un dessin, il y a aucun problème pour le déchirer, il y a aucun problème donc voilà, elle est en train de travailler, moi j'arrive, ah non ça va pas du tout, et je me mets à gommer, donc forcément elle fait la tête, donc on se bat un peu, mais au final c'est cette tension-là, voilà, on parlait du jeu de contraintes et jeu de choix. Le choix de l'autre est souverain. Et il y a rien de pire, comme tu disais, quelqu'un qui vient et qui dit c'est sympa. Et quand elle vient, elle m'a fait ça il y a 3 jours. Elle dit s'il te plaît, là il faut que j'avance. Je suis là. Tu peux me dire ce que t'en penses? Elle me dit c'est cool. Oh c'est cool. Et là je suis sorti de la pièce. Et c'est normal. Et moi-même, quand j'ai rien à lui dire, elle le prend mal. Donc oui, il y a un côté à la fois on se ferme, on se met dans un tunnel de travail, ensuite on s'ouvre, c'est très intéressant. Ce qui inquiète des fois les commanditaires, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont plus rien à dire, mais en fait nous on est très très à l'écoute et très en attente de leurs demandes et de leurs contraintes. Voilà.
Ouais, complètement. Mais c'est bien de parler justement de tension et de bruit en fait, parce que si l'osmose était parfaite, peut-être que ça serait pas ce que vous voulez faire au final, et que le fait qu'il y ait un petit peu de bruit, un petit peu de tension, ça vous amène à vous dépasser et trouver justement cette créativité, beaucoup quoi. de friction, oui. Mais parlons-en. On essaye de trouver le moment où, justement, comment dire, même là, ce qui se passe en IA actuellement, on arrive vers ce qui sonne bien. Ce qui sonne bien, l'IA le fera très bien. Ce que l'humain peut apporter, c'est la petite dissonance. C'est l'outil. Par exemple, ce que tu dis, le pastel, c'est parce qu'il y a forcément une dissonance dans le pastel. Il y a toujours un truc qui va gratter, quoi. Et Photoshop, moi je l'aime bien parce que j'ai réussi à créer des outils qui fonctionnent mal. Et donc cette dissonance, on dessine, c'est chiant. Donc et donc c'est pour ça aussi que par exemple on adore la gravure, parce que la gravure, il faut se battre avec elle pour arriver à jouer avec ces dissonances là, avec toutes les petites cochonneries qu'elle ramène. Voilà. Et cette notion à la fois de zen, mais aussi de combat pour trouver une solution, de trouver de se créer son petit labyrinthe et d'essayer d'en sortir. Et quand on arrive à en sortir, c'est rare, mais c'est des fois, voilà, le ciel s'ouvre et il y a de la lumière qui descend, il y a Dieu qui vient, le fil d'Ariane a cassé. Ouais, c'est ça, c'est incroyable, mais c'est rare. Mais tu parlais d'art martial, j'ai l'impression que il y a non seulement le rapport individuel de chacun de nous face à notre travail, face à nos illustrations, il y a l'attente du client. Et il y a aussi peut-être le rapport à l'autre, vu que vous travaillez ensemble, mais vous êtes aussi un couple. Et ça m'intéresserait qu'on discute ensemble justement de ce rapport un peu de combat, mais qui doit parfois on suit des gouttes, mais il faut quand même, il y a des limites. Comment vous vivez ça? Ce combat intérieur. Ouais, le combat intérieur avec la créativité. Oui, je pense que vous, par exemple, vous le faites entre vous. Mais moi, à l'intérieur de moi, il y a deux personnes comme vous qui se battent aussi intérieurement. Et je pense que du coup, c'est... Tu peux les définir? Ouais, il y a plein d'angoisses. Je pense que quand on commence un projet, moi, je suis jamais sereine quand je commence un dessin. Et jusqu'à ce qu'il soit terminé, je suis toujours en stress de me dire ah non, là, je vais faire une connerie, je vais rater, enfin, je vais faire quelque chose qui va tout bousiller. Et je suis vraiment en tension jusqu'au bout, encore plus quand c'est une commande, parce que du coup il y a l'attente forcément du client, et il y a toujours une petite voix qui me dit alors le client a dit ça, il faut que je fasse ça, et de l'autre côté il y a moi qui me dit non, moi je trouve que ça c'est beaucoup mieux en fait. Donc il faut essayer vraiment de trouver le juste milieu entre toutes ces voix, et c'est toujours un combat jusqu'à la fin en fait du dessin. Enfin, en tout cas moi c'est rarement léger. En tout cas, ça l'est quand je dessine pour moi, parce que j'ai plus aucune attente forcément. Attente, ouais. Et encore, on a toujours une petite attente. Voilà, c'est un combat tout le temps. Et vous? Oui, on se bat pour la fluidité dans notre travail aussi. Mais nous, on est deux, mais en fait, on est trois. On est ici Nori, donc on le considère comme une autre entité. Et quand il y a un souci entre nous deux, voilà, on dit non, c'est de la faute d'ici Nori. Oui, quand c'est mauvais, c'est pas nous, c'est le boss. De toute façon, en plus, il nous paye mal, c'est terrible. Voilà, on se dédouane un peu. Non, ça nous arrange bien. Ouais, et puis on essaye aussi. L'idée d'être deux aussi, c'est que Mayumi a un dessin très différent du mien. Moi, j'ai un dessin plus rapide, plus enlevé, un peu plus facile. Mayumi a un dessin lent, serré, qui gratte. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est d'avoir ce rapport entre les deux choses, à la fois fluide et lent. C'est des choses qu'on a retrouvées dans le travail de la gravure. Souvent, par exemple, on pense à Gustave Doré. Gustave Doré dessinait extrêmement rapidement. Il faisait des gros gribouillis. Et ensuite, lui, il était assez malin pour avoir embauché les meilleurs graveurs. En fait, ce qu'on aime bien chez Gustave Doré, ces belles trames, c'est pas du tout lui qui les faisait. C'est juste qu'il avait les moyens de se payer les meilleurs graveurs. Et donc, il y a ce mélange entre son dessin qui est très enlevé et ce rapport très lent, très contraint de la gravure, et qu'on va retrouver dans les estampes, je sais pas, les estampes japonaises aussi, c'est la même chose. C'est Harukusa, il dessine avec un pinceau, comme un et maître. Après, ça part en prod, quoi. Et après, ça part en prod, et il allait surveiller le trait des gens qui grattaient ça prend des heures et des heures et des heures pour essayer de garder ce côté enlevé. Et c'est, donc, nous, on essaye de trouver ce truc-là entre dessin rapide
et lenteur laborieuse. Et au final, en fait, arriver à trouver le bon équilibre entre les deux, c'est d'une part absolument impossible, et d'autre part, c'est beaucoup de travail pour essayer d'atteindre ça. Et ce travail, cette labeur-là, au bout de quelques heures de fatigue, des fois même jusqu'à 2 heures du matin. Avant, on travaillait jusqu'à très tard, 3 heures du mat. Il y a une sorte de lâcher prise. On arrive dans une sorte de flottement. Ah oui. Et parfois, doucement, je sais pas, l'esprit est ailleurs et ça, d'un seul coup, ça commence à s'emboîter. C'est une transe. Et et nous, on est assez idiots pour, au lieu de prendre de la drogue comme les gens tout à fait conscients le font, la transe, on va la chercher par le labeur et le travail. Voilà, il y a un côté très laborieux. Mais on peut arriver à des petits moments extatiques absolument idiots à 3 heures du matin en disant c'est incroyable. Le lendemain, on se réveille, on fait qu'est-ce que j'ai fait? mais ces petits moments-là, des fois, les écrivains, ils en parlent beaucoup mieux. Ils disent, voilà. C'est le flow, c'est ça, hein. Ouais. C'est le flow dont on parle. Oui, c'est quand t'es dans la zone. Moi, ça me fait penser aussi au travail aux arts martiaux, par exemple, au kendo. T'as la coupe du sabre. C'est, il faut pas en faire 100, tu vois, faut en faire 200, 300, 400, 500. Et peut-être qu'à 700, 800, ta coupe, elle est nickel. Mais t'as les doigts, c'est des ampoules, c'est horrible. Et en fait, après, ça redescend. Donc, en fait, t'arrives à une espèce d'apex, en fait, comme ça, où c'est ce moment-là où t'es dans la zone, ça y est, on y est, quoi. Mais il faut aller le saisir, il faut aller le chercher, et ça demande des efforts, du courage, etc. Donc, pour nous, l'idée, c'est pas forcément d'avoir du plaisir à tous les moments. Et on a des amis dont le travail est super et qui ont ce plaisir à tout moment. Et nous, on est maudits, c'est-à-dire qu'il faut qu'on galère, quoi. Souffrir. Pour donner l'impression en plus, ce qui est fou, c'est que essayer de donner l'impression de légèreté parfois au lecteur, l'impression que tout a été fait d'un trait simple et évident, alors que punaise. Et c'est super beau cette tension-là où les gens disent ouais, tu dessines sous cette facilité. oui, bien sûr. Faut cacher cette labeur de façon élégante en fait, et bien la cacher parce que des fois, on voit des dessins qui des dessins de galériens quoi. Et là, c'est pas terrible. Ouais. Je cite toujours. Oui, vas-y. Je sais ce que toujours, tu vas dire. Voilà, on se connaît bien. Aurore Petit, qu'on a interviewé sur le podcast, et elle m'a un jour dit il n'y a rien de pire qu'un dessin qui sent la sueur. Ah ouais. Et je trouve que c'est hyper juste. On connaît la citation. Ouais. On sait. Oui. Il faut que ça. Ouais, il faut pas que ça sente la sueur et en même temps, il faut que ça se ressente. C'est-à-dire, il y a, voilà, l'élégance simple, mais quelqu'un qui connaît un peu comme en musique, hein. Du Satie, c'est simple, mais il a dû passer des jours et des jours et des jours, quoi. La simplicité de la complexité. La simplicité. La simplicité. Comment vous arrivez à repérer le moment où il faut lâcher prise, où il faut s'entêter, et puis après, à un moment donné, se dire bon, allez, maintenant, ça suffit. Béa? Moi, je pense que j'ai ce côté dans le dessin très spontané. Donc, je déteste passer du temps sur un dessin. Vraiment, c'est quelque chose qui doit arriver comme ça sur le moment. Tu vois, j'ai fait toute une expo l'année dernière d'une 50aine de dessins. Je l'ai fait en 1 semaine parce que là, pour le coup, je me mets aussi dans une transe et j'enchaîne comme ça. Il faut que ça aille super vite. Je pense que ça parle aussi de notre personnalité. Je suis quelqu'un d'assez impatient dans la vie et du coup, j'ai pas cette capacité à prendre du temps sur le dessin, à me poser plein de questions et j'admire les gens qui peuvent le faire. Mais moi, c'est toujours très très spontané, un peu dans l'urgence toujours. Je pense que ça se voit aussi dans mon dessin. C'est très rapide. Faut que ça aille vite. T'es pas un moine. Non. Je peux l'être pour d'autres choses, mais c'est vrai que quand il s'agit de production, en tout cas du dessin final, ça va très vite. Toute la partie, bien sûr, antérieure prend beaucoup plus de temps. La recherche des couleurs, notamment, ça, par contre, je peux passer des jours et des jours dessus. La recherche d'une bonne gamme colorée, des choses comme ça, ou même la composition. Mais c'est vrai que quand j'y vais, il faut que j'y vais, quoi. C'est quoi les choses qui vous frustrent dans le processus créatif ou dans la profession d'illustrateur? Eux d'abord.
Frustration. Parfois, quand on commence un projet, souvent on ne sait plus rien faire. Et c'est pas parfois, c'est juste toujours. Ah oui. C'est le reboot, quoi. On a l'impression de rebooter à chaque. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez épuisant. C'est-à-dire qu'on est obligé de tout réapprendre. Alors c'est passionnant, mais c'est un peu le jour de la marmotte, quoi. C'est tout à chaque fois. Ah, au fait, je sais dessiner. J'allume mon ordinateur. Ah, c'est quoi? Ah oui, d'accord, le code. Et ensuite après. Voilà, doucement reprendre tout et puis à chaque fois ça emmène vers d'autres endroits et des fois on se rend compte mais ça on l'a déjà fait 1000 fois, c'est un chemin qui nous intéresse pas et puis nous on a un peu ce côté de ne pas vouloir toujours chercher de nouvelles choses, inventer de nouvelles choses, c'est absolument épuisant, c'est pas sain et donc ouais, donc on se met on cherche les problèmes aussi. C'est moi que tu cherches. Mais en même temps, on est des indécrottables obsessionnels. Souvent, quand on fait ce type de métier, on lâche pas l'affaire. C'est une quête créative, quoi. C'est un voyage, c'est une galaxie. Ouais, et puis des fois c'est prosaïquement, il faut le faire parce que il y a un mail qui vient de m'envoyer où je suis à la bourre et on est à la bourre et il faut le finir et on se dépêche et ça c'est extrêmement, ça peut être très très boostant, ça peut être très créatif. C'est-à-dire on a ce voilà, dans 2 heures faut envoyer un truc, ok, très bien. Oui, il y a le temps en fait, la temporalité dans ces moments-là, elle est complètement folle Ouais. parce que le temps il peut s'accélérer comme complètement se ralentir en fonction justement si t'es dans la zone ou pas, quoi. C'est incroyable. Et par exemple, très 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 clairement, hein, l'adrénaline du stress. Voilà, faut rendre un truc pour demain. On a complètement oublié ce truc-là. Bon, ok, qui fait la nuit blanche? C'est toi. Moi, je dors demain. Tac, ok, boum, nuit blanche. Le lendemain, En plus, voilà, vous avez un bébé maintenant. On a un bébé et là, les nuits blanches, les jours blancs, les mois blancs. Ouais, on vient de passer ça avec énormément de travail en parallèle, avec des gens complètement fous qui nous envoient des mails à 2 heures du matin. Et c'était très intéressant. Une fois. Interesting. Non, mais ils sont en France ces gens ou ils sont à l'autre bout du monde? Ça fait une excuse, quoi. Mais s'ils sont en France, il y a pas d'excuse. C'est des gens, ouais, Ils ne dorment pas. C'est des gens qui ne dorment pas. Ouais, là, non, mais voilà, on va pas citer les gens, mais ouais. Ou des fois ils sont pas en France. Effectivement, on a bossé pour des gens qui sont à New York et donc là, on travaille en décalage horaire. On sait exactement, on sait qu'à un moment on travaillait pour le Japon et pour les gens à New York, donc on savait exactement l'heure qu'il était au Japon. On avait limite les heures au-dessus, les horloges au-dessus de notre table et c'est super, quoi. C'est assez drôle, c'est épuisant, mais c'est assez drôle. Ouais, ce qui est cool, surtout quand on travaille avec les États-Unis, c'est qu'il y a 6 heures, mais qui sont bénéfiques pour nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis là, ah putain, faut que je rentre ça à 16h, et je suis là, ah non, c'est bon, c'est à New York, du coup, j'ai 6 heures en plus. Donc, du coup, le temps, il est revenu ouais, pour toi, c'est il improbable. est dans ton camp. À l'inverse, le Japon, du coup, c'est l'inverse. Tout ce qui est Asie. -7. Et t'es là, oh là là. Ouais, C'était pour hier. C'était pour hier, mince. Et les États-Unis, il faut pas se tromper parce qu'il y a aussi la Californie où Tout c'est à fait, entre, voilà. ouais. Et puis, à un moment, il y a plus 1, plus 2 ouais, c'est ça. Exactement. Donc, faut pas tomber sur la semaine là. Il faut réussir à apprivoiser ce stress et cette temporalité et le fait qu'il faut aller vite. Moi, je sais que ça m'angoisserait. Ouais, moi, je sais que je fais très attention. J'ai jamais fait de nuit blanche pour des clients, en tout cas. Pour des expos où je m'éclate, oui. Mais je me suis toujours mis des limites et ça, dès la sortie de l'école. Je pense que c'est assez dur à faire, je sais pas comment j'ai fait. Mais je me suis toujours dit, il y a pas de raison que je travaille plus qu'une personne salariée. Donc, je me suis toujours dit que voilà, j'allais faire, je sais pas moi, 9h, 19h. Après, quand je rentre chez moi, bah, je parle plus d'illustration ou du moins d'illustration en rapport avec des clients. Je travaille pas les week-ends, je travaille pas les jours fériés. Je me suis toujours dit, je vais prendre des vacances quand j'en ai besoin. Et ça, c'est vraiment une rigueur que j'essaye de garder parce que je trouve que c'est très important. Et dans ce genre de métier, les gens n'ont pas forcément ce respect-là parce qu'ils se disent ce fameux mot métier passion qui me fait tressaillir, j'en perds mes mots. Non, il y a pas de raison, qu'on travaille comme des acharnés. En tout cas pour un client, moi je peux pas. Enfin honnêtement, j'essaye vraiment de me mettre un cadre pour avoir une vie à côté en fait. Le boulot c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi prendre le temps de vivre et c'est ce qui aussi permet de nous donner de la créativité parce que c'est pas un boulot où on s'exécute sans réfléchir. Il y a tout un processus de création, il y a une page blanche à la base
Et si on est dans un rush constant, enfin moi en tout cas, je suis une personnalité où j'ai besoin de me recharger. Et je peux pas créer tant que je suis pas zen dans ma vie et bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Mais je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent tout à fait différemment. En fait, on trouve chacun trouve son équilibre. Voilà. Après, ce qu'on crée ressemble aussi à nos émotions et à l'état dans lequel on est dans le moment. Tu as quand même ton expérience de répondre aux commandes, mais tu sais pas dans quelle disposition tu vas être le jour J. Oui, tout à fait. Et quand je vois des clients qui me disent du coup c'est pour dans 3 jours, mais vous inquiétez pas, il y a le week-end. Non, c'est horrible. En fait, du coup, non, je vais pas travailler le week-end. Vous travaillez le week-end ? Ah non, moi je vais partir en vacances d'ailleurs une semaine. Non, mais voilà quoi. Enfin, faut pas se foutre de notre gueule non plus quoi. J'avoue que ça c'est une super faiblesse et ça je le fais tout le temps. Dire non c'est bon, t'inquiète, il y a le week-end, je vais gérer. Non. Et je me mets moi-même finalement dans la situation que tu viens de décrire. C'est parce que j'aime ça. Je trouve que voilà, en France il y a aussi ce côté où c'est encore un métier qui est pas forcément très assumé et la création est encore considérée, je pense, comme quelque chose de l'ordre de la passion et non pas du travail rémunérateur. Et j'espère qu'on réussira un jour à ce que ce soit le cas, quoi. C'est des petits coups de gueule. Allez, t'as balancé. Pas content. Je vais voir si j'ai d'autres sujets comme ça. Mais... Nous, on est par rapport à toi, je pense qu'on est absolument non professionnels. Bordélique. C'est pour ça que c'est bien la dualité. On est des non professionnels, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a bossé comme des acharnés. Notre vie et notre travail, c'était la même chose, et ça l'est encore. Et une grosse partie de notre travail, et là pour le coup, on a enchaîné énormément de nuits blanches. On n'a pas eu beaucoup de week-ends de notre vie. On vous fait parler, oh là là. Comment ? Et on vous fait parler, on vous fait travailler encore. Parce qu'aussi notre travail, c'était pour beaucoup des choses que l'on faisait nous-mêmes, c'était des livres qu'on éditait nous-mêmes, qu'on fabriquait nous-mêmes. Là, j'ai compté l'autre fois, on a fabriqué 14 000 à la main. Donc 14 000 bouquins pliés à la main, agrafés, imprimés à la maison, etc. Donc tu viens de te faire mal en fait. Mais en fait, on s'est dit, mais ces bouquins-là, si on les fait pas, personne les fera. Oui, c'est ça. Tu te fais mal, mais quand même, il y a une quête à aller chercher. Il y a un truc à prouver, quoi. C'est pour vous aussi que vous le faites. C'est pas pour des gens aussi. Peut-être. C'est le combat contre soi. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment un truc de. Et puis si on faisait pas ça, il aurait fallu amollir notre dessin pour pouvoir le faire entrer dans une boîte. Et là. Et ça, non. Et peut-être, ouais, en tout cas, on voulait aller le plus loin possible, dire c'est possible. Les gens nous disaient c'est pas possible d'éditer vos trucs. Ok, nous on va le faire nous-mêmes, on va montrer que c'est possible. Ok, maintenant qu'on en a vendu 2000, là les éditeurs viennent et disent, hey, si on faisait un livre jeunesse. Maintenant c'est des trucs, ces livres jeunesse qui semblaient incroyables à cette époque-là. Maintenant ils semblent mous. Mais quand Actes Sud nous a demandé, ils avaient trop peur. Bah oui, et voilà, il fonctionne. Et donc il a fallu ouvrir des portes se battre pour ouvrir les portes vers des territoires qu'on pensait qui étaient peut-être intéressants pour nous. Donc et dans ce cadre-là, ouais, on a bossé comme des acharnés et cette limite de dire la vie et la profession, on l'a pas. On travaille chez nous, on travaille à toute heure et en même temps, on a tendance à être invité. Donc, on s'est beaucoup promené. Le voyage, c'était toujours un peu de travail. On a vraiment été invité en Corée, en Japon, en Colombie, en Afrique du Sud pour faire des workshops et des choses comme ça. Et là, on en a vraiment profité. Mais c'est un métier passion et en même temps ce côté de se faire respecter par le client, oui, ça par contre ou bien il paye quoi. Il y a un moment moi je veux bien bosser le week-end mais ça à pas n'importe quel prix. Donc on a aussi beaucoup refusé de travail. Pour être libre. Et malheureusement, les bonnes idées, elles viennent pas du lundi au vendredi. Elles peuvent venir le dimanche à 20h. Et là, oui. On les note quand même. Quoi. On y va, quoi. Et oui, ça fait partie du boulot, mais c'est quand même une bonne idée. On va quand même travailler dessus. Après aussi, s'il faut prendre le week-end le mercredi, ce qu'on a souvent fait, c'est pas mal parce qu'aussi le mercredi, c'est le moment où les plages sont vides. C'est le moment où les musées sont vides. Et vous habitez où ? Marseille. On m'a habité à Marseille. Tout s'explique. Mais même ailleurs, c'est pas mal. Ou les vacances, voilà, on sait que là, on n'aura pas de vacances cet été.
On a des choses à rendre en septembre, octobre. Ouais. Donc et l'année dernière c'était pareil. Donc on va peut-être prendre Il y a ça un pattern, en octobre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Mais c'est en même temps on arrive à trouver ces espaces de pause au sein de notre travail, au sein des déplacements qu'on fait. Et puis on a l'impression de travailler tout le temps, mais en même temps on va beaucoup dans les musées ou des choses comme ça. Pas mal aussi. On procrastine C'est pas du mal. travail aussi, ouais. Vous C'est du travail aussi. comment? Des films, en travaillant. En travail. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que tout est Beaucoup nourriture. d'expérimentation. Tout est nourriture, c'est exactement tout est ça. nourriture intellectuelle, donc même pour un voyage, même pour un musée, voilà, on n'y va pas les mains vides. Oui, en fait, on s'est rendu compte qu'on a, voilà, là, mais en même temps, c'est un peu à l'ancienne, hein, quand les gens qui travaillent à la ferme, il y a pas de, ils sont sans arrêt avec le travail. Il y a pas de distinction forte entre je vais au boulot et je rentre chez moi et là le boulot est fini. C'est une vie. Et nous, pour l'instant, on l'a mis un peu comme ça. Là, on a un enfant, donc on est obligé un peu de réfléchir un peu différemment. Ça rajoute du bruit. Mais ça fait juste un nouvel élément perturbateur dans le bazar. Mais cette idée de travail-vie, mais en même temps, on est un couple et on travaille à la maison. Et je dis pas du tout que c'est sain, mais ça crée une dynamique. En tout cas, les résultats nous intéressent. Alors, est-ce que ça vaut le coup de souffrir pour ça? C'est une vraie question. On aura la réponse. Bien quand on sera mort, ouais. C'est une façon merveilleuse de terminer en parlant de la mort. Merci beaucoup Béa, Raphaël et Mayumi. Si vous avez des questions pour terminer cet échange, n'hésitez pas. Venez prendre le micro de Laurent ou le mien. Il faut se déplacer. Allez-y, c'est open bar, mais dans les limites de... Voilà. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est coupé au montage ce petit moment. Donc, prenez le temps de vous lancer. Vous n'avez pas le choix. Moi, j'avais une question finalement, c'est comment faire pour intéresser les jeunes à ce travail par rapport à tout ce que vous avez dit. Parce qu'on sent bien la passion, bien sûr, dans votre travail, mais il y a besoin aussi de la relève, peut-être, de jeunes qui s'intéressent à ce métier. Il doit y en avoir, bien sûr, mais comment vous leur parlez de ce métier ? On n'est pas si vieux déjà. La question, c'est ça, c'est comment vous leur parlez de ce métier, quoi. Merci. Qui veut répondre ? Notamment les workshops dans les écoles. Ou les ateliers que vous organise des ateliers. Vous aussi, en fait, vous organisez des ateliers. Ils sont peut-être plus vieux que toi. J'étais prof pendant 10 ans au Beaux-Arts. Comment les gens montraient des choses. En fait, il y a la passion. Moi, après, j'ai les paroles de prof, j'ai arrêté parce que je commençais à dire tout le temps la même chose, mais c'est un boulot d'être passionné. Ça vient pas tout seul. Les gens qui disent c'est de la chance, t'es passionné, mais en fait, il faut y aller, il faut s'intéresser, il faut un peu se fouetter. Il y a un côté, au début t'aimes pas trop, et ensuite après on te dit regarde plutôt ça. Faut pas forcément aller vers le sucre, faut aller chercher. Les passionnés, c'est une passion, ça se construit. Enfin, c'est un truc. Et c'est souvent on a une petite flamme, mais ensuite après il faut souffler dessus, faut s'en occuper. Des fois tu peux la perdre aussi. Les gens qui changent de passion tous les 2 mois, ils construisent pas grand chose. Donc il y a un côté construction, la passion. Et je pense aussi de montrer que c'est des métiers qui sont maintenant assez accessibles et qui peuvent aussi être relativement intéressants financièrement, parce que souvent les parents, moi les premiers, m'ont dit non, passe ton bac général d'abord, la fameuse phrase. Les parents aussi. Parce que le dessin, on ne sait pas si ça va être rémunéré et tout. Bon, maintenant, je leur ai prouvé que c'était possible, mais je pense que c'est aussi de travailler à ça, à rendre le dessin accessible, et que les jeunes puissent s'identifier et de tous les milieux, ce serait chouette aussi. Rassurer au final. Voilà, rassurer comme métier, quoi okay. ça peut se faire. On peut y arriver. On peut y arriver. Après, faut pas cacher que c'est dur aussi. Oui, c'est dur, et comme plein d'autres métiers, je pense aussi. C'est ça. Mais les métiers artistiques ont aussi leur place. Pas mentir et donner confiance. Voilà. Par exemple, on connaît pas mal de gens qui ont plus ou moins arrêté aussi. Et c'était une question, par exemple, aussi pour nous. C'est-à-dire, il y a un moment, en faire une profession, c'est aussi vendre des choses très intimes. Et arriver à le modifier pour des gens qui, au final, n'ont pas forcément toujours du respect pour le travail. Arriver à le contraindre, et des gens ont vraiment préféré dire voilà, moi, je deviens prof,
et ça me laisse une totale liberté parce que je ne peux m'exprimer que dans un cadre de liberté. Et je trouve que c'est tout à fait... Nous, on a fait le choix de la contrainte du rapport à la contrainte entre nous et avec le commanditaire, parce qu'on trouvait ça créatif pour nous, mais pour des gens, ça peut être extrêmement violent. Donc, on avait des copains qui étaient très doués, mais qui ont décidé d'être complètement autonomes et qui, de leur côté, doucement mettre en place une démarche qui est très belle, mais qui est supportée par un autre métier. Et c'est le cas de plein d'auteurs de BD, plein d'auteurs ce qui est normal, et qui font une BD tous les 5 ans, mais complètement libre. C'est le cas en musique, par exemple, où c'est beaucoup plus dur d'atteindre le sommet, parce que il y a quelques élus, et où la plupart des groupes, en fait, ont un métier à côté pour justement vivre leur passion. Et dans le dessin aussi, Carrément. Viens, on reprend le micro. Alors, moi, j'ai une question. Alors, à côté de moi, il y a une personne qui travaille seule et deux personnes qui travaillent en couple. Est-ce que vous pensez que le voyage intérieur, quand on est créatif, c'est quelque chose de solitaire ou de collectif? Est-ce que vous avez peur de perdre votre identité personnelle dans le collectif? Du coup, moi, c'est bon. Non, mais le collectif, on peut le penser au-delà de juste moi tout seul. Je pense que le dessin est quand même une façon de communiquer. C'est pas un travail autiste. C'est quand même un travail qui va vers l'autre. Il y a les dessinateurs qui font de l'art brut. Donc là, ils dessinent pour eux-mêmes et ce n'est pas destiné à être montré. Nous, on fait un travail qui est ouvert vers l'autre. Donc quand on fait des livres ou quand on fait même des expos ou des dessins libres, c'est quand même pour aller dialoguer avec quelqu'un d'une façon ou d'une autre. C'est une forme de dialogue. Et entre nous, il y a ce travail oui, on a une vie intérieure, on a des tripes, il y a quelque chose on parle souvent d'idée de chamanique. Il y a des moments où ça commence à, on est habité. Il y a l'autre qui commence à être en transe, qui dit c'est incroyable, tiens, faut faire ça. Et là, fait raconte-moi. Et tu vois, fais-moi des croquis, raconte-moi, montre-moi des images. Et il faut que ce dessin ressemble à... Des fois, on a des images de l'ordre de... Comme dans ce film-là, mais pas pareil. Ou comme dans cette musique-là, mais tu comprends à peu près. Et doucement, on arrive à mettre en place ce dialogue-là. Et donc, Mayumi arrive à me raconter. Quand on commence un projet, souvent, on fait un répertoire d'images, on a une banque d'images. Pas seulement d'images. Pas seulement d'images, mais... de musique aussi, de plein d'autres choses. Et c'est pas tant pour les recopier, en fait, ces artistes-là. C'est pour s'imprégner de leur enthousiasme, en fait. C'est pour être stimulés comme eux l'ont été quand ils ont fait ces images-là. Ouais. Et ça vibre, et c'est très pour eux, en fait. Et quand on a besoin de travailler, on a besoin de récupérer cette énergie-là, en fait. D'être touché, c'est une énergie communicative et c'est ce qu'on essaye de partager ensemble souvent. Voilà. C'est une vibration qu'on se fait passer quand on démarre un projet. Il y a un côté un peu chamanique, effectivement. On va chercher en soi des visions, on va chercher en soi des émotions fortes et on essaye de trouver un moyen. Déjà, si j'arrive pas à le communiquer à Mayumi qui me connaît bien, j'arriverai pas à le sortir. Donc déjà, on essaye de... Et donc, déjà, ça permet de faire un tri. C'est-à-dire qu'il y a les choses communicables et d'autres qui disent « Ok, ton rêve, je m'en fous ». Mais par contre, là, il commence à se passer un truc, ça commence à vibrer, tu vois. Et ensuite, après, doucement, on les peaufine, on les assemble et il y a certaines images qui commencent à avoir une vie propre, qui nous échappent complètement. Et ça, c'est très joli. Il y a des images qui ne sont pas à moi, qui ne sont pas à Mayumi du tout, qui ont juste commencé à vivre d'elles-mêmes. Et ça, c'est le moment où, c'est là où le duo commence à prendre forme, c'est que on ne se reconnaît plus dedans. Et Isinori commence à vivre. Et c'est une image sur 10, une image sur 20, mais là, c'est magique. Ça, c'est ce que peut apporter le duo. Mais je pense que quand nous, on a aussi un travail personnel tout seul, et pendant longtemps, on a eu chacun notre nom tout seul. On était aussi dessinateur tout seul. Et voilà, ça fonctionne aussi de la même façon, ouais. Et Béa, tes images au ciel t'échappent par moment? Je dirais qu'à partir du moment où je suis un peu redondante là-dedans, mais à partir du moment où je la fais pour quelqu'un d'autre, je sais qu'il y a une commande, forcément ça m'échappe aussi et je me mets en condition du coup de faire quelque chose pas que exprès, enfin du coup par rapport vraiment à la problématique que le client me demande. Du coup, forcément, oui, il y a ce côté-là où c'est pas forcément ce que j'aurais choisi moi à la base. Donc oui, il y a des images, oui, qui sont dans lesquelles aussi je me reconnais pas et que je n'aime pas forcément.
c'est assez dur d'avoir des images qui me plaisent vraiment quand c'est pour de la commande, mais je suis très contente du coup que ça plaise aux clients. Et parfois ça match. Enfin, les deux adorent ce rendu, donc c'est chouette. Et souvent c'est des gens qui font confiance aussi en tant qu'illustrateur. C'est toujours important, je pense. En tout cas, moi, j'arrive pas à créer quelque chose si la personne en face, elle est flippée, elle se dit oh là là, je sais pas à quoi ça va ressembler. Tiens, je te donne une gamme de couleurs, essaye de faire ça. Je suis là, bah non, ça mais contrairement à Isinori, ça me frustre. En fait, j'ai besoin d'une certaine liberté. J'ai besoin d'un fil rouge, mais après, il faut me laisser un peu tranquille. Je suis assez indépendante, donc voilà. Laissez-moi tranquille. Oui. Non. Une autre question. Mehdi. Oui, bonjour, merci. Je me suis le temps de poser la question. Moi, je voulais poser une question qui m'est venue en fait au moment de la question de monsieur, justement, que je trouvais très intéressante, sur le fait de comment sensibiliser la jeune génération, mais j'ai envie de dire, posant la question inverse, comment sensibiliser le reste ? Dans le sens où, malgré notre métier, comme on peut le voir ici, d'illustrateur, d'illustratrice, qui est quand même très proactif, qui fait énormément de projets, etc., il y a toujours un peu cette image pour certaines illustrateurs et illustratrices, de monocopiste un peu dans son coin, dans son délire, et d'un côté un peu peut-être privilégié, peut-être vraiment en mode vous avez de la chance, vous êtes artiste, vous pouvez créer, machin et tout. On a l'impression qu'il y a un côté magique, alors que, comme vous l'avez expliqué, il y a un travail, il y a un investissement, et il y a un peu, par moments, cette impression de, malgré toutes les images que l'on produit, d'avoir toujours un peu cette sensation qu'il y a une magie qu'on n'a pas comprise. Alors que la magie, elle est là, c'est le travail, en fait. C'est ça. Donc, comment on pourrait s'y prendre, justement, pour sensibiliser ces personnes-là, par exemple ? Pour nous, je pense qu'on laisse ce travail aux livres. Les livres, c'est assez fantastique. L'image de presse, on a fait beaucoup. Ce qui est très bien dans l'image de presse, c'est que ça disparaît au bout d'une journée. Donc, en fait, voilà, on peut se planter. Ouais, l'affect, il est pas si important dans la... Il y a, comme disait, je crois que c'est Mitterrand qui disait qu'il n'y a rien de plus vieux que le journal de la veille. Alors que les livres, étrangement, ils se diffusent, on ne sait pas où ils vont. On les a déjà oubliés. Et puis, soudainement, on se retrouve avec quelqu'un qui dit « Hey, j'ai tous vos livres, j'aimerais faire un truc avec vous. Enfin, j'ai trouvé un projet. » Et ces livres-là, en fait, ils ont leur parcours et ils se retrouvent dans les mains, on ne sait d'où, on ne sait qui. Et ils font le travail de peut-être rentrer dans le cœur des gens. Notamment, ce qu'on aime beaucoup, c'est les enfants. On arrive avec des enfants qui viennent et les parents qui disent « Il n'ose pas parler parce que il dort avec votre livre depuis 2 semaines. » Et là tu fais, mais c'est trop mignon. C'était pas fait pour ça. Ce n'est pas un doudou. Voilà. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça nous appartient plus du tout. Et ça, rien que ça, c'est déjà pas mal. Le livre, ce qui est bien, c'est qu'il faut s'en défaire parce que c'est plus le nôtre. Et on n'est pas là. En fait, là, on parle des petites recettes de nos douleurs à travailler tous les jours. Mais en fait, dans la vraie vie, les gens s'en fichent. Un livre, c'est un truc qui vient de nulle part, qui n'existe pas et qui dans lequel on tombe. Voilà. Et les auteurs, est-ce qu'ils existent ? Quand j'étais petit, je pensais pas, non ? Cool. Eh bien, Béa, Raphaël, Mayumi, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et merci à chacun de vous d'avoir été avec nous aujourd'hui également. Ce voyage intérieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était notre épisode en compagnie de Béa Rebaï et Isinori au festival Nîmes Illustre. Que dire de plus, Laurent, de cet épisode? Je pense qu'on en sort avec plus de questions que de réponses. Déjà, ce qui est important, c'est de voir que les parcours ont beau être très différents. Y a quand même des passerelles en fait qui existent dans tous nos métiers ou toutes nos aventures. Y a rien de tel qu'une petite table ronde comme ça pour s'en rendre compte et échanger. Que ce soit Mayumi et Raphaël ou d'un autre côté Béa, ils sont quand même extrêmement inspirants, chacun dans leur style, quoi. Et ça c'est quand même assez priceless, quoi. Carrément, c'est très cool. J'aurais jamais cru en lançant. Je connaissais pas encore le travail de Béa Rebaï à l'époque, mais je connaissais Isinori.
J'aurais pas cru qu'un jour on les aurait sur le podcast, donc c'est très très cool. Et puis la découverte de Béa, et puis son univers, et puis son travail. Et puis sa façon de penser aussi, qui est radicalement opposée à ce que moi en tout cas je connais, ou ce que toi tu peux connaître. Elle a une vision très business, très terre à terre de son travail. Oui, c'est important ça. Ouais. En tout cas, elle donne envie de se bouger les fesses. Et ça, c'est bien. Ça, c'est sens créatif aussi. Complètement. Donc, il est bientôt temps de se dire au revoir pour se souhaiter de bonnes vacances, nos chers auditeurs, chères auditrices, patates et autres aficionados de l'illustration. On peut terminer avec nos petits traditionnels, nos petits merci Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur www.senscreatif.fr. On doit mettre le site à jour d'ailleurs. Oui. Et puis vu que il fait beau, il fait même très chaud en ce moment, et les vacances ne sont pas loin, profitez-en pour plonger dans notre catalogue. On est presque à 100 épisodes quand même, donc il y a de quoi faire. Si vous en avez loupé. Voilà, à la plage, dans la voiture, écoutez Sens Créatif. Et puis vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon et Tipeee pour découvrir les épisodes exclusifs comme les Keepers of the Keys. Ben voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bel été. On se retrouve à la rentrée pour la reprise du podcast. Bonnes vacances à tous et surtout, n'oubliez pas, everything is connected. Pas mal. 1, 2, 3. Everything's connected. Bisous.